J'espère que tu n'as pas oublié mon chocolat noir du supermarché. Raisonnablement. C'est quoi ça? Choco Togo. Choco quoi? Choco Togo, c'est du chocolat 100% naturel produit au Togo. Depuis quand est-ce que le Togo produit du chocolat? Tiens, goûte. Mais c'est trop bon! C'est ce que je te disais là. Mais c'est bon! En plus d'être un anti-stress, Choco Togo réduit le risque des maladies cardiovasculaires. Choco Togo est une source de plaisir et diminue la tension artérielle. Retrouvez toutes les gammes de Choco Togo dans les supermarchés, boutiques de vente des produits locaux et les shops des stations. Les verdicts des dernières élections législatives couplées au régional sont tombés, donnant 108 sièges pour le parti au pouvoir, l'Union pour la République, et 5 pour l'opposition togolaise, soit plus de 95% des suffrages exprimés pour le régime de Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 19 ans déjà. Du côté des régionales unies récréditées de 137 conseillers régionaux, pendant que l'opposition en a eu pour son compte 42. Comment est-ce que on explique un peu ce score à la soviétique? Comment est-ce que on peut expliquer que les Togolais sont devenus peut-être subitement si fous d'amour pour la gouvernance de Faure Gnassingbé, pendant que le dernier rapport Afrobaromètre dit clairement que 72% des Togolais sont pauvres? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho du Togo. Et pour en parler, nous avons avec nous ici au studio notre consultant et analyste politique, Luc Kabaki, que je salue chaleureusement. Luc, bonsoir. Roger, bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Vox Africa. Je rappelle aux fidèles téléspectateurs de Vox Africa que le 6 mai, dans la soirée du 6 mai, la 5e République a été promulguée, donc je suis en train de faire ma première émission dans la 5e République avec Luc. Luc, bienvenue dans la 5e République. On y est de plein pied, hein. On y est de plein pied. Alors, nous voulons analyser très rapidement les derniers résultats qui sont sortis des urnes, des chiffres proclamés naturellement par la Commission électorale nationale indépendante. Je veux tout simplement retracer très rapidement avec vous l'histoire. Je rappelle aux téléspectateurs que en 1994, l'opposition a gagné pour la première fois, la seule fois d'ailleurs, en tout cas officiellement, les élections législatives au Togo, et c'était le cas qui était devant à l'époque. En 99, l'opposition avait boycotté les élections. Nous étions au temps du EPT avec Gnassingbé Eyadema, et lors de ce boycott, il y avait eu 79 sièges contre 2 pour ceux qui ont accompagné le régime d'Eyadema à l'époque à ces élections en 2007. Et il y avait eu 31 sièges contre 50 pour le parti au pouvoir. Comprenez par là que l'opposition n'avait pas boycotté. En 2013, 62 sièges pour UNI, 29 pour l'opposition. Et en 2018, le boycott est encore revenu dans des conditions que nous connaissons, sur fond de crise tout naturellement. Et le pouvoir en place avait gagné 59 sièges. Et puis les autres se sont répartis, ce qui est resté en 2024. On voit qu'à l'Assemblée nationale, il y a 108 sièges pour le parti au pouvoir, je précise encore, bientôt 20 ans. Et de l'autre côté, l'opposition a 5, mais c'est la première fois que l'opposition a de tels résultats. Luc Kabaki, comment vous expliquez cette dégringolade de l'opposition togolaise? Avant de répondre à la question, je tiens quand même à vous féliciter à Écho du Togo, qui est en train de prendre de l'ampleur. Vous devenez un créneau assez intéressant pour les hommes politiques, pour les leaders d'opinion, et en cela, vraiment, on doit le saluer parce que je pense que nous en avons besoin. Et vous allez comprendre pourquoi on en a besoin au fil du développement, parce que à travers ce créneau-là, les leaders d'opinion, les hommes politiques se donnent l'occasion, en tout cas, d'exprimer leurs convictions et donc d'impacter le mental des citoyens, de sorte qu'ils les rendent compétents à se prononcer en connaissance de cause sur des sujets concernant justement le sort de notre pays. Vous avez bien fait de retracer tout le parcours, les soubresauts que nous avons connus en termes de résultats.
pendant que l'opposition participe ou non aux élections, les chiffres que nous avons eus, pour nous retrouver finalement avec aujourd'hui 108 sièges sur 113, et donc 5 seulement vont revenir à l'opposition. Tout cela doivent pouvoir nous montrer, en tant que citoyens, qu'en fait, notre intérêt ne se trouve pas dans le jeu politique et dans les joutes électorales, en fait. En tout état de cause, ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, on conclut que notre pays est doté d'une nouvelle législature qui compte 113 personnes, qui sont des citoyens togolais. Et donc, quelle que soit leur coloration politique, il est dit que lorsque vous êtes député, vous agissez dans le compte du pays dans son ensemble, et donc dans le compte de tous les citoyens. Je suis plutôt intéressé par la mission qui est dévolue à ces élus du peuple, entre guillemets, dans tous les cas. Et donc, en tant que citoyen, j'ai des attentes légitimes. Et ce sont ces attentes-là qui m'intéressent en vérité. Quel est le rôle du dirigeant dans une société organisée? C'est que tout simplement, je vais même m'appuyer sur le communiqué qui a sanctionné la promulgation de la 5e République de la Constitution. De révision constitutionnelle. Voilà. Le communiqué dit ceci, que c'est un pas de plus dans la vie institutionnelle de notre pays et dans la consolidation de la démocratie. Donc, en tant que citoyen, je me dis donc que nous sommes dans une démocratie et dans une démarche de consolidation de notre démocratie. La question est de savoir comment entendre le concept de la démocratie. Si tant est que nous sommes dans une démocratie, ça veut dire que nous sommes dans un écosystème social où tous les citoyens ont leur mot à dire sur la gestion du bien commun. Et qu'on a un objectif, une vision commune qui consiste donc à s'organiser en s'appuyant sur les règles du vivre ensemble, de sorte que cette société-là puisse plutôt évoluer. Maintenant, quand on rapporte cela dans le contexte de la gouvernance actuelle, est-ce qu'on est heureux à dire que... On va revenir sur la gouvernance, hein. D'accord. Mais ce sur quoi je voudrais qu'on revienne, en fait, c'est justement comment est-ce que vous expliquez un peu cette débâcle de l'opposition? Non, cela veut dire quoi? Moi, je ne suis pas là pour juger. J'observe tout simplement que il y a du coq à l'âne, il y a de l'incohérence, et il y a un problème, justement, de concentration sur des projets de société. En tout cas, les nutriments qui sont servis à la population sont en deçà des attentes de la population. Que ça soit clair. Et ceci est valable, non pas seulement pour les leaders de l'opposition, mais aussi pour les gouvernants eux-mêmes. Voilà pourquoi j'ai pas envie de verser dans les jugements, mais c'est de montrer qu'en fait, quand vous voulez vous positionner comme un leader, surtout politique, vous devez comprendre que vous vous investissez d'une mission. Et vous êtes redevable vis-à-vis des citoyens parce que, à travers votre attitude, à travers les propos que vous tenez, à travers les projets que vous développez dans l'intérêt du pays, dépendra justement l'attitude des citoyens dans notre écosystème. Donc, dans un tel contexte, si aujourd'hui l'opposition a du mal à émerger, c'est sans doute parce que notre écosystème sociopolitique n'est plus adapté. Ou alors, ils n'ont pas un bon discours à servir, ou du moins, ils n'ont pas la marge qu'il faut pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir se faire entendre et comprendre. Voilà pourquoi je dis que ce créneau que vous avez aujourd'hui, qui est en train de prendre de l'ampleur, devient intéressant parce que les leaders politiques ne peuvent pas se faire valoir autrement qu'à travers des créneaux de cette nature, mais aussi à travers un travail de terrain où l'approche humaine devient une condition essentielle, où on découvre dans son essence, le leader, de sorte que les citoyens puissent se retrouver en lui et lui accorder justement leur vote. Je sens que vous avez beaucoup de messages à l'endroit du citoyen, mais je voudrais quand même qu'on analyse très rapidement les résultats et puis on va parler des messages que vous avez à l'endroit des citoyens qui sont quand même non moins importants. Mais quand on voit les résultats qui sont sortis, tout de suite, il y a quelque chose qui frappe aux yeux. Vous avez fait référence tout à l'heure à la législature, enfin la 5e République, et on a remarqué que ni le MRC, ni le PDP, ni le NET, le NET ne faisait pas partie de ceux qui portaient quand même cette loi, mais clairement on a remarqué que l'opposition qui était là avant, ce n'est plus cette opposition qui entre au Parlement cette fois-ci. Comment est-ce que vous expliquez cette situation? On explique cela par le fait que tout le monde a été surpris par tout ce qui est en train d'arriver. J'ai comme le sentiment que, en fait, vous voyez, on a
8 500 000 personnes qui comptent qui constituent le peuple togolais, selon les chiffres indiqués par la Banque mondiale. Sur les 8 500 000, si on s'en tient aux résultats, aux chiffres qui sont été donnés, c'est 2 500 000 personnes qui sont allées aux urnes et qui ont voté. Et donc, les 2 500 000 ne représentent même pas le tiers de la population togolaise. D'accord? Ça veut dire qu'il y a eu un travail d'un parti qui a sûrement les moyens et qui a eu le temps, si vous voulez, d'investir en tout cas, d'envahir le territoire et donc de mobiliser ces militaires à eux. Mais ceux-ci ne représente pas, si vous voulez, la majorité de la population togolaise, puisqu'elle est comptée à 8 500 000 et il y a que 2 millions et quelques qui sont allés voter. On est d'accord sur le principe. Donc, si on comprend cela, ce qui veut dire qu'en réalité, les leaders de l'opposition ont du pain sur la planche, c'est-à-dire sans un travail de fond, de mobilisation sur le terrain, sans un travail pédagogique qui éveille les consciences et qui suscite l'appétit des citoyens pour aller voter. Évidemment que, les résultats seront comme ce que je suis là. Mais là, on était en train de parler des gens qui étaient à l'Assemblée avant, qui n'y sont plus. Ils n'y sont plus parce qu'ils n'ont pas pu mobiliser le terrain, c'est tout simplement. C'est ce que nous allons pouvoir constater. Certains pensent qu'ils ont été sanctionnés pour avoir porté, par exemple, la révision constitutionnelle. Écoutez, justement, s'ils ont été sanctionnés ou pas, mais par qui? Donc par le peuple alors. Puisque nous partons du principe que c'est le vote du peuple qui accrédite le député à l'Assemblée nationale. Maintenant, si c'est une sanction, ça veut dire que quelqu'un, soit c'est le peuple, ou alors, entre-temps, on est en train d'insinuer précisément que le travail c'est une machination. Donc l'élection en elle-même ne vaut pas grand-chose. Ce qui est sûr, que ce soit le peuple ou non, vous pensez qu'il y a eu sanction? Parlons à présent des candidats indépendants. La liste de ceux qui ont participé à ce double scrutin-là, il y a au moins plus de la moitié qui étaient quand même des candidats indépendants, mais à l'arrivée, surtout à l'Assemblée nationale, on ne voit aucun candidat indépendant. Comment est-ce qu'on peut comprendre une telle situation? Bon, c'était de la figuration. Mais est-ce qu'il y a de la sincérité dans tout ce processus-là? C'est la question entière. Dans tous les cas, je pense qu'il faut vraiment comprendre le fond du problème. Il est lié précisément à l'attachement ou au lien que le candidat entretient avec son électorat. Alors, est-ce que si vraiment on est dans le contexte de la démocratie et on croit en la sincérité des résultats qui sortent des urnes, cela veut dire que vous n'avez pas, vous n'avez vous voyez, de l'impact, en tout cas de l'aura, pour être député, que si vous êtes avalisé par la population. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, il appartient, si vous voulez, à ces candidats indépendants et à ces partis politiques de tirer la leçon. Moi, j'ai entendu quelques-uns qui ont parlé et qui ont surtout dénoncé un certain nombre de malversations, des bourrages d'urnes, en tout cas, des actes contre nature qui serait de nature à entacher la fiabilité et la crédibilité. Mais c'est pas ce que les observateurs internationaux disent souvent. Ils disent souvent que ce sont des irrégularités qui ne sont pas de nature à entacher la crédibilité de... Bon, c'est une devise, en fait. Cette phrase est une devise qui fait partie de la rhétorique constante qu'on voit. Mais alors, j'ai une question. Si un leader politique connu comme tel convoque la presse et révèle un certain nombre de cas de dysfonctionnement, de tricherie, de vol et de détournement des voix. Vous voulez parler de FDR? Bien sûr, je l'ai entendu, le maître Apévon. Alors, supposons qu'il raconte sa vie. On est dans une république où le gouvernement est censé exalter les valeurs humaines. Ce qu'il est en train de dénoncer sont des contre-valeurs. Soit il est en train de faire une masturbation intellectuelle qui n'a aucune emprise sur le réel, auquel cas il faut l'interpeller. Parce que on ne peut pas promouvoir des contre-valeurs. Puisque le dirigeant est un modèle, il doit servir d'exemple et il est le garant des règles du vivre ensemble. On ne peut pas se taire devant des éléments aussi graves qu'on évoque et qu'un leader politique de cette trempe-là évoque et que cela suscite plutôt l'indifférence du gouvernement. Parce que si ce qu'il dit n'est pas vérifié, il va falloir qu'il s'explique. Mais si ce qu'il a dit est vérifié, il va falloir mener une enquête pour punir justement ceux qui prônent aujourd'hui ces actes, disons, malsains, qui tirent plutôt le pays vers le bas. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, les règles du vivre ensemble exaltent fondamentalement les valeurs, les qualités, les atouts. C'est ça qui permet à tous les citoyens de se retrouver dans l'écosystème en question. Mais s'il y a des frustrations, s'il y a des actes comme ça,
de gangstérisme qui ne sont pas sanctionnés par le gouvernement, ben, il y aura bien forcément un problème. Oui, si je comprends bien, de deux choses l'une, ou alors Maître Apévon, ce qu'il dit a raison, ou alors il n'a pas raison, là il rend des comptes à la justice. Absolument. C'est-à-dire que, vous savez, nous sommes des citoyens et nous avons besoin d'un écosystème où, lorsque vous avez une compétence, que vous puissiez la faire valoir. Lorsque vous avez une opportunité, que vous ayez le droit de l'assumer pour pouvoir participer et être conscient de votre part de contribution dans la création de la richesse nationale, dans l'entretien du bien commun et dans l'évolution de la société elle-même. Et donc, là, j'étais en train de parler justement de la vocation du dirigeant. La responsabilité du dirigeant est précisément de se porter garant sur ces valeurs-là et de faire en sorte que les règles du vivre ensemble soient toujours préservées. D'où la nécessité pour le dirigeant de sanctionner toutes les fois où il y a des contre-valeurs qui sont promis ou bien qui ont lieu, comme par exemple le vol, par exemple la corruption, par exemple le gangstérisme, tout ce qui est de nature à créer la frustration au sein de la société, tout ce qui est de nature à créer la révolte ou même créer finalement la résignation de la population ne peut pas permettre de créer une nation et de faire en sorte que les citoyens se sentent concernés par ce qui se décide au sommet de l'État. Je crois, à la dernière édition, nous avions déjà dit ici que les dirigeants doivent pouvoir se positionner comme de vrais leaders qui font en sorte que la population se sente réellement concernée par ce qui se décide en leur nom. Si ce n'est pas le cas, vous allez constater l'indifférence. Comment il se fait que nous sommes 8,5 millions et il n'y a que 2 millions et quelques qui sont allés à l'élection? Ça veut dire qu'il y a une certaine forme d'indifférence ou même de résignation. Ah, en réalité, c'est le peuple qui travaille, qui active tous les leviers économiques, sociaux, culturels, etc. d'un pays et qui donne un sens à l'existence de cette nation-là. Ce ne sont pas les dirigeants, en fait, qui créent la richesse nationale. Et donc, tout cela exige donc du dirigeant une vue d'ensemble et une capacité d'avoir une position transversale qui permet justement de veiller à ce que la société soit organisée, vive dans l'équité totale et faire en sorte que tous les citoyens puissent contribuer. 6 sur 8 millions, 4 millions se sont inscrits et puis 2 millions se sont finalement exprimés dans les urnes. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence pour les perspectives d'avenir même du pays? En fait, aujourd'hui, on est devant le fait accompli. On va considérer que oui, nous avons désormais une nouvelle législature. C'est sa mission qui m'intéresse. C'est sa mission qui m'intéresse. Pourquoi? En tant que citoyen, parce que, voyez-vous, Roger, la faim n'a pas de parti politique. L'ignorance n'a pas de parti politique. La maladie n'a pas de parti politique. Ça veut dire que les défis majeurs qui attendent ceux-là qui vont légiférer pour le compte du pays, c'est de faire en sorte que le décideur puisse se prendre réellement pour le meilleur devenir de la société. Donc, qu'ils aient été légitimes ou pas, qu'ils aient été réellement élus ou pas, puisque nous n'avons aucun moyen d'abord de qualifier ou de dire, de se prononcer sur la sincérité justement de ce qui a été fait. Donc, ils sont là-bas. Ils ont une responsabilité. À partir de l'instant où ils vont se montrer crédibles, fiables et efficaces dans l'action, en visant l'intérêt du peuple, le peuple finalement va se retrouver. Mais si encore, vous voyez, on a des problèmes d'éducation, on a des problèmes de santé, on a des problèmes d'infrastructure. Les soutiens du régime, souvent sur les réseaux sociaux, disent que c'est l'opposition et autres qui empêchent peut-être de bien faire le travail. Est-ce que vous ne pensez pas que cette fois-ci, quand on a une assemblée pratiquement monocolore, ça peut peut-être donner quelque chose? J'avais souri à l'instant, je me suis demandé quel sera l'état d'esprit actuel du président de la République lui-même, parce que là, aujourd'hui, il est clair qu'il n'y a plus possibilité d'utiliser quelque argument que ce soit pour trouver des excuses aux défaillances actuelles de la gouvernance. Pourquoi? Parce que, justement, on a été à des élections, il y a le parti au pouvoir a raflé tous les sièges pratiquement. Ça veut dire qu'il assume l'entière responsabilité du devenir de ce pays. Soit on le construit ou on le déconstruit. Et donc, nous serons là pour observer et analyser. Je pense qu'au même moment, c'est un vrai défi pour le pouvoir en place et le président de la République lui-même, parce que là, il est le seul comptable du sort qui sera réservé aux élèves dans toutes les classes du Togo, à tous ceux qui seront malades et qui devront aller à l'hôpital, à tous les paysans du Togo qui doivent cultiver, qui ont besoin d'intrants, etc., etc. Et lorsque vous avez des problèmes d'eau,
même dans les centres urbains, vous avez des problèmes d'électricité à tout moment qui perturbent les activités économiques, etc. Vous avez des problèmes d'infrastructures routières et tout cela. Ça veut dire que finalement, on ne pourra que regarder justement le pouvoir en place et le parti donc qui régule la vie des citoyens du Togo. Voyez-vous? Donc c'est un vrai défi. Et quand ils répondront à cela, qu'ils répondent à cela véritablement, nous serons très heureux d'en rendre compte et d'éclairer la lanterne de la population à partir de ça. Vous savez, avant d'arriver ici, j'ai lu un article tout à l'heure qui m'indique que le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso a donné des équipements agricoles et des intrants, etc. pour une valeur de 78 milliards de francs CFA au monde agricole burkinabé. Objectif, atteindre l'autosuffisance alimentaire et produire suffisamment, quitte même à revendre l'excès. Il y a cela un an, en juin, j'étais à Bamako et j'ai vu le président Ibrahim, Assimi Goïta, inaugurer un centre robotique pour promouvoir quoi? L'intelligence artificielle. En tant que journaliste communicateur, j'ai besoin de ces genres de faits dans mon pays pour me permettre justement d'être à l'aise à parler de notre pays, parce que nous avons une fierté d'être des Togolais, et en tant que communicateur, nous ne pouvons que relayer des faits nouveaux, intéressants, stimulants, attrayants, qui font donc de ce pays une fierté. Voilà des informations dont nous avons besoin, voilà des faits dont nous avons besoin, et voilà les attentes qu'on a de façon légitime vis-à-vis justement de ceux qui nous gouvernent. Mais vous ne semblez pas être optimiste quand je vous... Non, ce n'est pas une question d'optimisme ou non, mais c'est une question d'établissement des faits. Les exemples que je viens de donner viennent des pays en guerre. Vous voyez? Aujourd'hui, il est prôné au Togo la paix, que c'est un pays de paix, de cohésion nationale, de stabilité, etc. Ce sont des gages premiers qui permettent à tout pays de se développer. Donc, ça veut dire que l'enjeu maintenant pour les dirigeants, c'est de se montrer véritablement suffisamment humain. Vous voyez? J'ai dit tout à l'heure que la faim, l'ignorance, la maladie, ils n'ont pas de parti politique. On se fout royalement de savoir qui est président de la République au Togo, qui est député, qui décide. Non, on a besoin des résultats concrets. Et en cela, moi, je proclame encore ma position en tant que journaliste, c'est pour pouvoir relayer ces genres d'informations et édifier la population, la mobiliser de sorte qu'elle comprenne que chaque fois que un seul individu agit dans un sens ou dans un autre, cela impacte immédiatement et directement le devenir de la population et du pays lui-même. Donc, voilà ce que nous attendons du pays. Je pense qu'il y a un grand travail qui se fait, bien entendu. Les gouvernants sont là, ils s'appliquent à leur manière. Ils se disent toujours qu'ils font des efforts, mais le citoyen se fout réellement des efforts que consentent les dirigeants. Ouais. Il a besoin des résultats sur le terrain. Un point, c'est tout. Effectivement. Alors, Luc, quand je vous suis, vous parlez beaucoup du volet social de la question, mais vous avez aussi dit que peut-être on en est arrivé à quelque chose où les Togolais sont peut-être résignés. Sinon, je voudrais citer le dernier rapport Afrobaromètre que j'avais même cité au tout début de cet entretien, qui dit que 72% des Togolais sont en réalité pauvres. Est-ce que finalement les Togolais ne se disent pas, bon, écoutez, cette affaire-là, c'est terminé, on y va, et que c'est peut-être pas les mêmes Togolais qui votent également le régime? Non, mais je crois que tout ça là doit nous interpeller. Et nous, en tant que citoyens, nous n'avons pas besoin qu'une institution vienne faire une enquête et nous donne un chiffre avant de prendre le pouls réel du terrain et de savoir quels sont les besoins dont nous souffrons réellement. Et le dirigeant non plus, lorsqu'il est empathique et est porté par le meilleur devenir de sa population, ne va aucunement se laisser flatter par son entourage immédiat ou par quelque institution internationale que ce soit. Il est le meilleur, la personne la mieux indiquée à poser le meilleur diagnostic possible de la réalité du terrain, parce qu'il a à sa disposition tous les moyens de l'État, de sorte qu'il ne soit pas dupé, qu'il ne soit pas bluffé et qu'il n'ait pas l'impression d'être dans une bulle où il reçoit plutôt des informations théoriques. Vous voyez? Donc, ça veut dire que, comme disent aujourd'hui que les Togolais sont à jusqu'à 72% pauvres, ça ne devait pas être une surprise pour le dirigeant
qui s'intéressent véritablement aux conditions 15%. d'existence de la population. Non, mais quand on dit 72%, on a dit tout à l'heure que ça peut être 2 500 personnes qui ont voté. Hein. Donc, quand vous regardez tout ça, il y a des éléments à prendre en compte. Mais, en tout état de cause, je vais encore marteler là-dessus. En tant que citoyen, j'ai des attentes légitimes. J'ai envie que lorsque je sors dans la rue, que je puisse voir que les routes sont bien goudronnées, bien aménagées, que quand je suis malade et je vais dans un centre de santé, je suis bien pris en charge. Lorsque j'ai une affaire avec quelqu'un me triche et je recours à la justice, que le droit soit dit. Et donc, on a parlé de la consolidation de la démocratie. Cela suppose qu'on veille à l'application réelle des règles, qu'on exalte les valeurs humaines et qu'on détruit et on dissuade les contre-valeurs. Et c'est sur ces attentes légitimes, dites légitimes de Lucas Baki que nous fermons cette page d'Écho du Togo. Et comme vous le savez, je vais vous quitter avec un message de bénédiction. Que Dieu bénisse le peuple togolais pour que nous puissions nous retrouver dans le prochain numéro. Et à la prochaine.